Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus depuis ce matin. Donc, je suis ravie d'animer cette table ronde. Ça va pas être facile entre la vue, les oiseaux, etc. Le café qui a été un peu court, mais on va faire au mieux. Ce matin, on a parlé d'émotion, on a parlé d'engagement au cœur de la relation avec les clients. Et là, on va aussi parler d'émotion, d'engagement côté plutôt collaborateur et comment la crise a été vécue. En fait, on va revenir un peu sur la crise Covid. On va revenir à ce qui se passe aujourd'hui et comment on se projette demain. Donc, cette période de crise Covid a mis à mal nos process, a mis à mal nos organisations, a mis à mal également nos modes de management. Donc, on s'est posé beaucoup de questions, comment on fait aujourd'hui, demain. Et puis également, et ça c'est important, ça a fait évoluer le regard de nos collaborateurs et de nos futurs collaborateurs ou des candidats vis-à-vis des métiers, vis-à-vis du travail et vis-à-vis de l'entreprise. Donc aujourd'hui, ce matin, je vais avoir, je vais dire 2 personnes et demie auprès de moi pour parler de ce sujet et partager leurs expériences. Donc d'abord, Sébastien Poisblanc, directeur des opérations expérience client chez Massif. Bonjour. Et puis Jean-Christophe Sailly, qui est directeur général chez Matmut PJ. Et nous aurons également, mais plutôt sous format vidéo, puisqu'il devait être là jusqu'à hier, professeur Lameau, qui est au SAMU de Paris et qui a été rattrapé par la 7e vague de Covid. Bon, voilà, au SAMU, ça arrive. Et donc, en fait, il nous a fait la gentillesse de nous transmettre une vidéo cette nuit pour partager également son expérience sur les thématiques qu'on va aborder ce matin. Donc, on va aborder, alors assez rapidement, puisque on est bientôt attendu au square, mais on va voir comment chacun a vécu cette période, ce que chacun en a appris et comment chacun se projette demain dans l'avenir avec ces expériences-là. Et avant de donner la parole à Jean-Christophe et à Sébastien, on a souhaité partager avec vous une étude de la chaire Impact Positif d'Audencia, une étude réalisée en décembre 2021, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus, sur la quête de sens au travail. Et donc, je vais laisser la parole à André Zobzak. Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci effectivement de m'inviter également à votre voyage, à votre échange en fait qui me semble très intéressant. Donc moi je suis professeur à Audencia et je pilote notre chaire sur l'impact positif qui travaille depuis une dizaine d'années en fait sur la manière dont les entreprises intègrent des questions écologiques et sociales au cœur de leur business model, de leur stratégie. Et en 2020, effectivement, on s'est posé la question de ce qui se cache derrière la recherche de sens auprès des salariés, en fait. Donc, ce matin, on a parlé beaucoup, effectivement, des relations avec les clients, mais pour justement offrir un meilleur service client et leur faire vivre des épices dans les relations, effectivement, vous avez besoin de salariés aussi qui sont complètement embarqués et qui, effectivement, se mobilisent au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, on entend beaucoup, effectivement, de la volonté des jeunes et des moins jeunes de trouver du sens dans leur travail et on a voulu savoir effectivement qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est le fait d'avoir un métier, par exemple, à être directrice, directeur du développement durable, par exemple? Est-ce que c'est le fait de travailler pour une organisation qui est très reconnue pour la RSE, qui a peut-être adopté le statut de l'entreprise à mission ou qui a un label RSE? Ou est-ce que finalement c'est une question de management et quelle que soit la mission qu'on a, quelle que soit l'organisation dans laquelle on travaille, ce qui compte c'est finalement que les managers expliquent à chacun comment en fait on contribue à un projet qui dépasse chaque individu. Et donc pour essayer de répondre à cette question, nous avons mené cette étude, d'abord une étude quantitative et on est actuellement en train de la compléter par une étude qualitative. Donc, je vais vous parler des résultats plutôt quantitatifs pour l'instant. Et dans quelques semaines, vous allez pouvoir trouver sur le site de la chaire Impact Positif l'autre étude. Donc, on a mené cette étude en partenariat avec Job That Makes Sense. C'est un site sur lequel on peut trouver des offres d'emploi et de stages qui, justement, visent à donner du sens. Et donc, ça nous semble pertinent de travailler avec eux. Donc, on a lancé effectivement un questionnaire assez important. On a eu plus de 950 réponses à ces questionnaires. Alors,
c'est pas du tout représentatif de la population française, malheureusement. C'est plutôt des personnes effectivement qui étaient attirées en fait par cette thématique, notamment des gens qui sont rendus sur le site Job That Makes Sense. Donc l'idée c'est pas de dire en fait que c'est ce qui représente tous les Français, mais parmi ceux qui recherchent du sens, qu'est-ce qui est en fait, vraiment derrière en fait cet élément. C'est plutôt des personnes en fait qui sont déjà en activité qui ont répondu. 7% d'étudiants aussi ont répondu en fait notamment via le réseau Audencia, mais c'est plutôt des gens déjà en activité, plutôt des gens effectivement entre 25 et 44 ans qui effectivement ont répondu, et beaucoup de femmes. Là aussi, c'est un signe en fait. C'est vrai que quand on parle effectivement de ces thématiques-là, il y a encore plus de femmes qui sont mobilisées en fait par ces thématiques. Et d'ailleurs, celles qui dirigent plutôt les actions RSE dans les entreprises, c'est souvent effectivement des femmes aussi en fait dans ce domaine-là. Et plutôt des gens en fait qui ont au moins un bac plus 3 aussi dans l'entreprise. Donc je pense que ça correspond aussi aux personnes qui peuvent travailler pour vos organisations. Alors, on a demandé effectivement qu'est-ce qui effectivement motive les gens en fait dans ce domaine-là. Et tout d'abord, en fait, on leur a dit qu'est-ce que ça représente pour vous le sens au travail en fait dans l'entreprise. Et ce qu'on voit en fait apparaître comme des mots libres qui ont été évoqués, c'est beaucoup autour des valeurs, de l'utilité et de l'impact positif qui est recherché en fait. Donc, c'est plutôt quelque chose d'assez collectif. Il y a aussi des notions comme l'épanouissement personnel, la motivation, etc. Mais c'est beaucoup plus effectivement quelque chose de plus large, une volonté de contribuer à la société et d'avoir effectivement un certain impact concret de ces actions et de trouver aussi un alignement entre les valeurs personnelles et les valeurs en fait qu'on défend pour l'organisation pour laquelle on travaille. Alors, parmi les gens en fait qui ont répondu à notre question, en fait, 92% en fait des personnes en fait sont actuellement en fait en train d'une réflexion sur la façon en fait de changer peut-être d'activité. Alors soit à l'intérieur de l'organisation, soit de changer d'organisation et faire le même métier, soit carrément changer de métier. Donc là aussi en fait, on voit bien que actuellement aussi évidemment le marché de l'emploi est plutôt favorable. Quand vous avez effectivement une bonne formation, quand vous avez déjà une bonne expérience, en fait, vous avez pas mal d'opportunités. Et donc, c'est des gens effectivement qui sont assez en veille. Donc, c'est à la fois une opportunité pour vous pour attirer peut-être ces gens-là en leur démontrant que vous pouvez leur offrir du sens. Mais c'est aussi peut-être un danger pour vous si vous n'êtes pas capable effectivement de convaincre toutes les personnes effectivement à ce qu'ils puissent s'épanouir en fait chez vous. Alors, à la question en fait, qu'est-ce qui donne sens en fait au travail pour vous? C'est en fait ce qui arrive en premier, c'est le fait de contribuer aux enjeux de la transition écologique et sociale. Donc vraiment en fait, c'est quelque chose qui est très très fort aujourd'hui. Presque 60% des personnes disent aujourd'hui, je veux travailler pour en fait faire en sorte que les grands enjeux finalement mondiaux puissent effectivement avancer dans ce domaine-là et donc se sentir utile finalement à travers ce que je fais, parce qu'on passe tous beaucoup de temps en fait au travail, on veut donner beaucoup d'énergie et donc on a le sentiment de faire ça, c'est important en fait de ne pas uniquement contribuer à la valeur actionnariale en fait pour quelques-uns, mais plutôt effectivement pour le bien-être de tous. Et donc, ce qui ressort aussi très fortement, c'est d'appartenir à une organisation qui a justement un impact positif, donc qui soit en fait relève de l'économie sociale et solidaire à travers le statut, et on a eu quelques témoignages déjà, ou effectivement d'une entreprise qui a une forte connotation RSE. Il y a aussi la question de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle qui évidemment est important, mais plutôt moins en fait que les autres éléments. Donc c'est évidemment une volonté aussi de rester finalement dans l'entreprise et de s'épanouir au travail. En fait, on aura pu dire effectivement qu'à un moment donné, c'est un désengagement de l'entreprise. Je dirais pas en fait. Notre étude montre plutôt en fait que les gens, ils ont envie de continuer à travailler, mais pas dans n'importe quelle condition, pas dans n'importe quelle organisation et sur n'importe quelle mission aussi. Alors là, vous avez un peu plus de détails en fait. Donc, si vous êtes en recherche de sens au travail, quels sont les éléments qui vous amènent éventuellement de changer dans votre métier? Et ce qui arrive en premier, c'est la nécessité de se sentir en cohérence avec les valeurs et les convictions personnelles.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et on le note aussi, nous, parmi nos étudiants et nos diplômés. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un en fait, qui se trouve dans une entreprise et qui ne sont pas alignés, il ne va pas hésiter effectivement à quitter cette organisation, parfois très très vite. Et ça pose une vraie difficulté pour beaucoup d'entreprises. En fait, comment aussi dire bah, finalement, peut-être pas sur chaque mission, sur chaque projet, vous allez pouvoir trouver cet alignement, mais ça peut devenir effectivement une difficulté. Évidemment, une prise de conscience de l'urgence écologique et sociale et donc du coup la volonté de contribuer à ça. Et ce qui est assez important aussi à noter, il y a beaucoup effectivement qui sont en désaccord avec les pratiques managériales de leur entreprise. Et surtout, en fait, quand vous regardez les plus de 45 ans, c'est 56% des gens qui ne sont pas en accord en fait, avec les pratiques managériales qu'ils observent et qui les poussent du coup à changer en fait, d'organisation. Donc là aussi, c'est un peu inquiétant peut-être effectivement comme résultat de notre étude aussi, parce que peut-être les plus jeunes n'ont pas tout à fait encore une vision complète en fait, des pratiques de management dans l'entreprise, mais plus on reste dans l'entreprise et plus on avance dans la carrière, c'est important en fait, de se sentir en fait, vraiment pleinement épanoui. Et du coup, ça pose évidemment la question pour les entreprises, comment je fais pour avoir une approche RSE qui n'est pas juste à la marge de quelques actions et je continue mon business comme avant en fait par ailleurs et je mets en place quelques actions en fait peut-être un peu cosmétiques parfois. Comment je change complètement en fait l'entreprise. Donc c'est des choses qui sont importantes. Alors on a aussi interrogé les gens pour dire bah, si vous avez cette envie de changer, on sait très bien que tout le monde ne passe pas à l'acte en fait. Tout le monde ne va pas pouvoir partir. Quels sont les freins en fait? Et donc il y a quand même un frein qui est important, c'est la perte de revenus potentiels. Beaucoup de gens par exemple nous ont dit on aimerait bien travailler pour une ONG par exemple et faire un métier vraiment où je trouve pleinement le sens, mais quand même, souvent, la rémunération n'est pas tout à fait la même. Donc, j'ai aussi en fait une certaine habitude d'avoir un certain niveau de vie. J'ai peut-être ma famille à nourrir et donc je l'attendrai peut-être un peu plus tard dans ma carrière, peut-être quand mes enfants sont grands, pour pouvoir en fait faire ça. Mais c'est quand même un frein. Autre frein aussi assez important, ben, si effectivement je dois en fait me reconvertir, peut-être je dois faire une nouvelle formation, peut-être à un moment donné en fait je vais être en recherche d'emploi et donc c'est compliqué. Et aussi, un tiers des gens disent bah, j'ai peut-être besoin d'accompagnement. Je ne saurais pas très bien, en fait, peut-être identifier une organisation qui va peut-être me donner plus de sens. Peut-être, effectivement, que si je me rends sur les sites internet des entreprises, tout le monde va me dire, en fait, que je suis parfait dans ce domaine-là. Mais ça ne correspond pas forcément à la réalité. Donc là, il y a aussi peut-être un marché pour des organisations qui peuvent aider, en fait, à identifier est-ce que, en fait, votre entreprise permet de donner du sens. Alors, quelques expériences, en fait, donc ceux effectivement qui ont fait en fait le choix de changer, en fait, il y en a beaucoup effectivement qui se sont reconvertis. 40% en fait des gens en fait pensent que ça passe par une reconversion, donc plutôt un changement du métier. C'est pas juste je change en fait d'organisation, donc peut-être une méfiance en fait un peu en général en fait vis-à-vis des entreprises et plutôt en fait avoir un métier autre qui permet de donner du sens. Et peut-être effectivement dans les métiers de la relation client en fait vous pouvez peut-être en fait encore plus souligner le fait de dire bah, travailler pour des clients et les aider à résoudre des problématiques très concrètes comme vous avez fait, leur faire vivre des émotions, leur faire vivre des surprises, ça peut peut-être donner effectivement du sens à beaucoup de personnes. C'est certainement quelque chose d'important. Un quart, en fait, change d'organisation, donc garde le même métier. Et 18% aussi changent juste de poste à l'intérieur en fait, de la même organisation. Et aussi, très fortement, en fait, ce qu'on a vu, 20% presque en fait, se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc il y a aussi beaucoup en fait cette idée de dire bah, finalement pour vraiment être parfaitement aligné, bah, je crée ma propre structure. Et là en fait je suis sûr forcément en fait que je ne vais pas être en contradiction avec un quelconque manager. Ceux qui sont passés à l'acte sont plutôt satisfaits en fait de ce choix en fait. 97% en fait ne regrettent pas. Et par contre, il y a toujours 58% qui disent bah, c'est pas fini en fait. Je vais continuer en fait à m'interroger en fait en permanence
Et je suis en fait finalement en quête permanente de sens dans mon travail. Et donc ça aussi, c'est quelque chose en fait qui doit pousser les entreprises à s'améliorer finalement en permanence. En fait, vous pouvez pas vous dire bah tiens en fait j'ai recruté quelqu'un et maintenant en fait il va s'épanouir forcément en fait chez moi. Non, en fait il faut comme pour les clients finalement en fait vivre aussi sur des émotions. Et donc dernière partie, c'est sur les entreprises. Du coup, qu'est-ce que ça signifie côté entreprise et quête de sens en fait? Donc, on a vu en fait selon quels critères vous avez actuellement choisi votre employeur et c'est surtout un intérêt pour la mission. En fait, qu'est-ce qu'on fait au quotidien en fait? Donc, si on a une mission en fait qui permet très concrètement de voir qu'il y a un impact positif sur l'écologie, sur la société ou sur des clients en fait qu'on accompagne, effectivement, bah, c'est quelque chose qui est très important, notamment en fait pour les plus jeunes aussi. Avoir un impact positif sur la société ou la planète aussi, c'est quelque chose qui est important. Acquérir des compétences en permanence, là aussi, c'est important en fait de dire finalement une entreprise va vous permettre de continuer à progresser à titre individuel et peut-être aussi en fait avoir d'autres expériences après. Et beaucoup moins important, la situation géographique et la rémunération. Alors, après, c'est du déclaratif, certes, mais on voit quand même qu'il y a quand même une différence très très importante entre les niveaux de rémunération et on voit effectivement qu'aujourd'hui, quand même, de plus en plus de personnes, même si ça faisait partie des freins, sont prêts à faire des compromis s'il y a effectivement un sens en fait qui est très important en fait à mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place en fait pour faciliter le sens au travail? C'est d'abord effectivement l'impact positif pour la société ou la planète renforcé. 65% des moins de 25 ans en fait disent que c'est vraiment ce qui est important. Et l'exemplarité de l'organisation par rapport à ses engagements. Là aussi, c'est quelque chose de très important, et notamment des plus âgés, effectivement, disent, voilà, c'est la déclaration, c'est peut-être en fait un premier élément, mais si après c'est pas vécu au quotidien, c'est quelque chose qui est très problématique, évidemment. Voilà, là vous avez un peu plus le détail en fait sur les autres questions. Il y a aussi l'idée en fait d'avoir une flexibilité du temps de travail, contribuer aux enjeux de la transition écologique, la gouvernance aussi pour effectivement permettre à chacun de participer. Et dernière question en fait qui est intéressante, en fait, on a posé la question, est-ce que pour vous en fait le sens est forcément lié au statut d'une entreprise ou pas? Et finalement en fait c'est à peu près partagé en fait. Il y a la moitié à peu près qui disent bah, finalement je trouverai du sens forcément dans une organisation qui appartient à l'ESS ou qui a vraiment la RSE certifiée dans les statuts peut-être effectivement type entreprise à mission. Et l'autre moitié qui disent bah, finalement non, en fait, le statut, c'est pas ce qui est le plus important. C'est plus effectivement ce que je vis dans cette entreprise, c'est le management finalement de l'entreprise et je peux trouver en fait du sens dans n'importe quelle organisation. Donc voilà, en résumé, en fait, un peu cette première partie de l'étude. Ce qu'on va faire maintenant dans la partie plus qualitative, on a commencé à identifier des personnes qui ont dit bah, j'ai changé en fait de métier ou d'organisation et je trouve maintenant plus de sens et on va essayer de regarder exactement comment ça se vit, quels sont les différents profils. Et d'ailleurs, si parmi vous, vous avez fait une telle transformation, vous avez des gens en fait en votre entourage, n'hésitez pas à les renvoyer vers moi pour qu'en fait on puisse les interroger et aller encore plus dans les détails et regarder effectivement ces différents parcours. Donc voilà les choses effectivement que je voulais demander. Et vous pouvez trouver l'étude en fait si vous rendez en fait sur le site Audencia de la chaire Impact Positif. Toutes nos études effectivement sont disponibles et voilà, je serai ravi en fait de voir en fait comment vous pouvez rebondir en fait sur cette étude dans votre table ronde. Merci. Merci beaucoup. Merci André. Alors, effectivement, il y a plein de choses qui sont dites dans l'étude et je pense qu'on va rebondir au fur et à mesure des échanges qu'on va avoir juste après. Ce que je vous propose, c'est déjà de démarrer par qu'est-ce qui s'est passé le 17 mars 2020, quand on s'est confinés, comment chacun d'entre nous, on a réagi, toutes les organisations. Et on va peut-être commencer déjà par écouter ce que le professeur Lameau nous dit par rapport à la manière dont ils l'ont vécu. Alors, j'espère que la vidéo va fonctionner.
Bonjour, je suis le professeur Lionel Lameau, je travaille au SAMU de Paris et en réanimation à l'hôpital Necker. Je suis aussi président de l'association Sauve Life qui développe des applications. Tout d'abord, je voulais m'excuser de ne pas être avec vous, mais la 7e vague de Covid m'a rattrapé et je suis donc tombé au champ d'honneur avec un Covid, pas grave comme vous le voyez, mais qui m'empêche d'être avec vous aujourd'hui. Pour revenir sur le débat que nous allons avoir là autour de cette table ronde, qui s'articulait autour de 3 grandes questions. La première était la résilience du système. Comment le système sanitaire a eu une résilience dans cette crise Covid. Il faut savoir que la résilience sur le plan médical a été énorme, du jamais vu, et d'ailleurs probablement la plus développée dans le monde entier. Cette résilience, on peut la décomposer de 2 manières différentes. Une manière beaucoup plus locale, où il y a eu une entraide, une solidarité probablement que nous n'avions jamais vue. Je vous donne des exemples très simples. Nous avions donc, nous, triplé notre nombre de lits de réanimation, ce qui est quelque chose d'énorme. Évidemment, vous n'avez pas le personnel pour faire ça. Donc, il va falloir former des gens pour cela. Et donc, nos infirmières ont formé très rapidement des nouvelles infirmières, mais surtout, en fait, on a, j'ai envie de vous dire, gradué les charges de chacun. De manière simple, comment ça se passait? Mes personnels habitués à la réanimation pouvaient être au contact du patient, mais nous avions des infirmières de bloc opératoire. Les blocs opératoires étaient tous fermés puisqu'on avait réquisitionné tout l'espace qui existait. Et ben, elles étaient avec nous, elles faisaient ce qu'on appelle les volantes. Elles étaient dans les couloirs, elles allaient nous habiller pour qu'on rentre. Je voudrais juste que vous vous rappeliez, quand on est en 2020, mars 2020, on ne connaît pas grand-chose de la maladie. Les personnels ont peur pour eux-mêmes. On ne sait pas comment ça se transmet très précisément. On a des grosses idées, mais les détails ne sont pas là. Et donc, on va mettre en place des précautions extrêmement élevées sur ça. Et donc, on va avoir vraiment une résilience locale extrêmement forte. Nous, notre bâtiment, par exemple, va se transformer en bâtiment Covid dédié à la réanimation et tous les secteurs qui ne faisaient pas du tout du Covid, qui ne faisaient pas du tout de l'adulte infectieux ou quoi que ce soit, vont s'y mettre et il va y avoir une entraide formidable. Mais cette résilience locale, elle est beaucoup plus forte que ça. Elle va être même nationale, avec deux grands volets dans cette résilience nationale. Les renforts. On a envoyé beaucoup de personnel d'une ville à une autre pour ouvrir ces fameux lits de réanimation supplémentaires. Je vous rappelle qu'au début, on a un asynchronisme sur la première vague entre l'Est de la France, l'Île-de-France et le Grand Ouest qui finalement sera quasiment toujours préservé, sauf sur les dernières vagues. C'est donc quelque chose qui va permettre de prendre des personnels de l'Ouest, qui a d'ailleurs fermé, qui est en plan blanc national et qui donc n'a plus d'activité réglée, pour les emmener vers l'Est. Au-delà de ces renforts qui vont permettre d'augmenter le capacitaire de manière énorme, il faut bien comprendre qu'augmenter le capacitaire dans un hôpital, il y a un moment, l'hôpital, il craque de toute façon. Vous pouvez mettre énormément de lits, il y a un moment, on ne peut plus circuler, on ne peut plus faire les choses. Et donc, c'est un peu comme un bateau que vous avez trop chargé, vous êtes en dessous de sa ligne de flottaison et vous coulez. Et donc, quoi qu'il arrive, vous pouvez mettre autant que vous voulez, vous allez couler inexorablement. Et c'est d'où l'idée de ces fameuses évacuations sanitaires. Ces évacuations sanitaires, elles vont permettre de prendre des patients d'une zone pour les emmener dans une autre. Alors, ça n'a pas du tout été simple. Pas du tout. Il faut se rappeler qu'au début, on fait vraiment un pari. On fait un pari de l'asynchronisme de la maladie. Je me rappelle de discussions extrêmement fortes qu'on avait, de savoir, mais vous êtes vraiment sûr de vouloir prendre des patients de l'Est pour les mettre vers Bordeaux? Dans 3 jours, Bordeaux va être aussi complètement saturé. C'est de la connerie ce que vous faites. Et nous, on voyait cet asynchronisme, que ça avait quand même progressé lentement, entre guillemets, et que ça progressait avec pas la même vitesse partout. Donc, notre raisonnement était de dire, on va prendre quelques malades de l'Est pour que la flottaison reste au-dessus. Et si besoin, dans un second temps, quand Bordeaux craquera, on prendra ces mêmes malades. La vague aura terminé dans l'Est et on prendra les malades. Vous voyez que ce n'était pas très clair. C'était méconnaître que la maladie, quand un patient était en réanimation, il resterait très longtemps, plus de 3 semaines. Et donc, quand vous avez un patient en réanimation, vous ne pouvez pas le sortir comme ça. Mais on a eu la chance que cet asynchronisme soit vérifié. Ces évacuations sanitaires, il va y en avoir de plusieurs types. Il va y en avoir ce qu'on va appeler au fil de l'eau, c'est-à-dire quelques malades par hélicoptère en France et à l'international. L'Allemagne a pris beaucoup de malades de l'Est. Et puis ces fameuses décharges d'incision, on appelait ça comme ça, qui sont une bouffée d'oxygène pour le service qui va être déchargé, soit par train, 24 malades dans un TGV, soit par avion, comme vous le voyez là derrière moi,
pour les Antilles, 12 patients intubés ventilés, des choses qui n'avaient jamais été faites jusqu'à présent, en vrai. Le train, on avait fait un exercice, mais on n'avait jamais mis ça en pratique. Alors, vous allez me dire, oui, l'histoire du train pendant la Première Guerre mondiale, on l'avait. Oui, on l'avait, mais on l'avait laissé depuis 14-18 dans des livres. Et le TGV, c'est pas tout à fait la même chose que les Michelin d'il y a 50 ans, 70 ans même. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette vision-là, qui à un moment, il y a quand même des paris qui ont été faits. Mais grâce à la résilience, tout le monde a joué le jeu et on a pu, comme ça, transférer des patients. On est probablement le seul pays au monde où vous pouvez prendre un patient à Nancy et l'amener à Bordeaux et c'est gratuit pour lui. La famille est prise en charge. S'il y a un décès, le corps est rapatrié. Les soins de suite sont pris en charge. On est les seuls à faire ça. Vous êtes aux États-Unis, dans New York, pour transférer un malade entre deux hôpitaux, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc cette résilience, elle a été très forte. Et d'ailleurs, elle a fait modèle, puisque nos collègues européens, plus européens qu'américains d'ailleurs, sont tous épatés par ça, mais excusez-moi, sont épatés, mais nos collègues européens sont en train de mettre en place des trains sanitaires, des choses comme ça, parce que la résilience est extrêmement importante dans ces choses-là. Et cette résilience, elle a été vraiment très loin, elle a été portée au plus haut sommet de l'État. Mais il faut comprendre que notre système de santé est de toute façon résilient. On n'est pas en reversion de soigner tout le monde. Nous ne sommes pas sur un bien commercial dans la santé en France. Et c'est grâce à cette culture-là que nous avons pu faire ça et avoir cette résilience. Donc, vraiment, une résilience majeure avec des gens qui vont se dépasser aussi, puisqu'on va pouvoir innover. Et là, j'en arrive un peu à la deuxième question, qui est l'équilibre économique, social et technologique. Alors, vous m'avez fait un peu rire sur votre question, puisque vous parlez de hybride, de télétravail. Dans la santé, il n'y a pas de télétravail. Nous, on a un bien devant nous qui est notre patient. Vous n'êtes pas à 200 bornes quand vous voulez le soigner. On y reviendra dans la troisième partie sur l'avenir, parce que c'est quelque chose qui va influencer énormément les choses. Et ça, c'est en plus une vraie rupture sociétale. C'est-à-dire que la société aujourd'hui est passée à l'hybride, au télétravail, alors que nous, pas du tout sur les fonctions, en tout cas, de soins. C'est pas possible, techniquement. Vraiment, on parlera de ça. Sur le plan économique, c'est là où c'est extrêmement intéressant pour nous. Et c'est probablement ce qui a fait le plus de ravages pour après. C'est que je vous rappelle qu'on était dans le quoi qu'il en coûte. On est sorti de cette idée que la médecine devait être bénéficiaire, ce qui est complètement impossible, puisque on vous demande de soigner tout le monde, mais de faire du bénéfice dessus, sans encadrement de la chose. Donc, c'est pas possible, c'est techniquement pas possible. On est dans un non-sens qui est complet. De toute façon, on est dans un non-sens complet déjà dans la limitation de l'accès à la médecine. Je vous rappelle qu'on est un pays qui a un numéro clausus, c'est-à-dire des jeunes Français ne peuvent pas faire la médecine alors qu'ils souhaiteraient être médecins. Mais on importe entre 10 et 20 000 médecins étrangers par an parce que nous n'avons pas assez de médecins. Quand on dit cette phrase-là, on comprend bien qu'on se marche sur la tête. Et c'est la même chose sur le plan économique. Et c'est pour ça qu'on a été dans une vraie lune de miel. Parce que sur le plan économique, les docteurs ont soigné, organisé. Est-ce que dans le monde du travail, on va priver l'entreprise, on appelle le supply? On va vraiment faire des supply. Et ce n'est pas le supply qui va dicter la conduite médicale. Et on s'est retrouvé avec des réunions de crise exceptionnellement agréables, j'ai envie de vous dire, productifs, et alors aussi avec cette résilience, c'est-à-dire que les ouvriers travaillaient la nuit, vous faisaient un mur en pleine nuit s'il y avait besoin. On ne se posait pas la question de est-ce que vous avez fait 3 bons, est-ce que c'est passé en commission de pilotage et compagnie. C'est donc ça qui a permis de voir, pour nous, un monde complètement différent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va expliquer beaucoup de choses pour la suite aujourd'hui, la crise que nous vivons aujourd'hui. Comme on a dit, la technologie, alors là, on a fait un bond monstrueux. On a mis en place des choses qu'on n'aurait jamais fait. Je vous ai parlé des avions et des trains, c'est des choses qu'on n'aurait jamais fait. Et on a découvert quelque chose d'extrêmement puissant. Le monde civil associé est énormément puissant et résilient. Aujourd'hui, moi, des médecins, des infirmiers, si je prends sur le territoire national pour faire une mission de 3 jours dans les Antilles pour faire un aller-retour avec 12 malades intubés et ventilés, je les trouve. Et si je m'associe à des compagnies aériennes, on a plein d'avions. Et donc, j'ai une puissance. On va associer les qualités de chacun, travailler vraiment ensemble, du together. Moi, on faisait, par exemple, dans ces avions, le staff était commun entre les PNC, personnel navigant, et les docteurs et les infirmiers. On faisait un staff commun. On était une équipe, une seule en termes de management. Et ça nous permettait d'avancer énormément. Ces nouvelles technologies, on va faire plein de nouvelles choses.
Je vais vous prendre quelques exemples très concrets pour que vous compreniez. Au SAMU, quand vous nous appelez au 15, vous avez un assistant de régulation médicale qui va vous trier entre grave, pas grave, et puis vous en avez un second qui va aller un peu plus loin, et puis après, vous avez le médecin. Et bien là, pour la première fois dans le Covid, on a fait plusieurs étapes nouvelles. Déjà, vous tombiez sur un répondeur qui disait « Est-ce que c'est pour du Covid ou pas ?» Si vous disiez non, c'était une voie à part au traitement de l'appel, pour ne pas passer à côté d'une urgence vitale autre. De l'autre côté, si vous disiez Covid, l'ARM qui décrochait pour le pas grave, grave, si c'était vraiment de l'information, eh ben, il raccrochait. On envoyait un SMS, c'est des Sauve Life qui avaient développé ça. Envoyez un SMS, vous lisiez les détails, et si ça vous suffisait, eh ben, au bout, vous validiez pour ne pas être rappelé par le SAMU, ou être rappelé, mais le rappel pouvait être différé. Donc ce raccrocher-décrocher est une grande nouveauté pour nous que nous n'avions jamais fait. Comme ce fameux N1, N2, c'est-à-dire une première décroché très rapide pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un arrêt cardiaque ou pas. C'est pas un arrêt cardiaque, allez, je vous mets dans une file, vous pouvez attendre. C'est d'ailleurs quelque chose qui va être intéressant à voir après, c'est que pour les gens aujourd'hui, quand vous êtes filtré initialement en pas grave, vous êtes transféré à un deuxième assistant de régulation médicale qui lui va prendre des informations et vous allez parler à un médecin généraliste de la ville puisque c'est pas grave. Vous allez peut-être attendre 15 à 30 minutes. On a beaucoup de patients qui sont absolument pas contents d'attendre 15 minutes. Est-ce que vous connaissez un pays dans le monde où vous pouvez parler à un médecin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement, en moins d'une demi-heure, pour un conseil médical de quelque chose qui n'est pas grave, hein. Et c'est là où on a un problème, et on va y revenir, sur les niveaux d'exigence demandés par la population qui considère que maintenant la santé est un bien, on claque des doigts, on doit l'avoir, et le corps médical qui, lui, n'a pas évolué dans ce sens-là, qui est resté, on va trier, on va faire des choses en fonction de votre gravité. On a eu plein d'autres innovations. On a eu la télémédecine, qui s'est beaucoup généralisée avec les médecins généralistes. Nous, on a développé un nouveau système, un véhicule avec un infirmier, une mallette connectée avec un stéthoscope, un otoscope, un ECG, un échographe, qui va chez les gens et qui va faire la consultation avec un médecin à distance. C'est un peu un SOS médecin 2.0. On a plusieurs véhicules comme ça en France qui marchent très très bien. D'ailleurs, le rapport Braun demande à ce que ça soit généralisé sur le territoire national parce que c'est une solution pour avoir des visites à domicile. Les médecins n'ont plus le temps de les faire, n'ont plus l'envie de les faire. Et donc, même SOS médecin d'ailleurs, il faut donc vraiment aller vers des technologies comme ça et de la graduation de la réponse qui n'était pas tout à fait vrai avant. Donc, on voit énormément d'innovations technologiques. Puis on a beaucoup progressé sur la ventilation de ces malades-là, plein de choses énormes. Alors, le travail à distance hybride, pour nous, comme je vous le disais, les soignants, ça n'a pas de sens. Les fonctions support, certaines l'ont fait. Plutôt pas très bien vécu par les soignants eux-mêmes, d'ailleurs, considérant que qu'est-ce qu'ils font exactement, alors que le navire était quand même très, très chahuté à des moments. Je ne vous cache pas que les premières vagues, c'était très, très dur, moralement, physiquement. On ne dormait pas pendant des mois. Alors, on était porté par cette population qui nous applaudissait à 20 heures. C'est marrant, ce phénomène où finalement, ça porte vraiment les gens. On comprend mieux le footballeur dans son stade de foot quand le chaudron va s'élever. Donc, la chute a été encore plus dure après. Et donc, maintenant, la troisième volet, c'est qu'est-ce qu'on saurait gérer une nouvelle crise? Qu'est-ce qu'on en a appris? On a appris beaucoup de choses. On sait gérer des crises. Notre boîte à outils s'est énormément augmentée. On continue des exercices. On a fait un très, très gros exercice qu'on a appelé Mistral avec un nouvel avion, des trains et tout ça. C'est extrêmement important pour garder le savoir. Maintenant, c'est le système de santé qui est à genoux. Il est à genoux pour plein de raisons. On a des gens qui ont donné énormément, dont la reconnaissance est extrêmement faible, finalement, au total, au fin de cette crise. C'est même les empêcheurs de tourner en rond avec leur passe sanitaire, avec leur masque, avec tout ça. Puis finalement, ils font leur travail. Donc, la première vague, les applaudissements de la première vague sont très, très souvent oubliés. On a parlé beaucoup du Ségur de la santé. Regardez les sommes engagées dans le Ségur de la santé, je crois qu'on est autour de 18. Air France, des grandes compagnies, SNCF, ont eu des sommes très similaires pour une entreprise qui, elle, a fait des choses, mais ne se sont pas engagées autant que la santé. Donc, on voit bien que ce système de santé, il est à bout. Et avec une fracture encore plus forte
avec le monde du privé, puisque globalement, aujourd'hui, un jeune ingénieur, il n'est pas possible de l'embaucher si vous ne lui donnez pas 2 à 3 jours de télétravail. Une infirmière, vous lui donnez comment du télétravail? Vous ne pouvez pas. D'autant plus que, par exemple, un médecin, il n'est pas en 35 heures, il est aux 48 heures garde comprise. Le travail de nuit n'étant quasiment pas valorisé. Il y a un tel décalage avec la société et toujours une sensation de tirer sur la ficelle. Par exemple, nos jeunes internes, on leur a enlevé un an, on les a taisés. Un interne de médecine d'urgence, au bout de ces 3 ans, il est taisé, il devient ce qu'on appelle un médecin junior, c'est-à-dire qu'il peut être tout seul. Mais il est payé comme un interne, alors qu'il a la responsabilité, il n'a pas d'heures supplémentaires. On voit bien que ce décalage provoque un clash inexorable de la santé. Et en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est souhaitons-nous passer d'une santé de reversion, comme nous faisons aujourd'hui, solidaire, résiliente, et qui ne pourra jamais être bénéficiaire. Il faut bien se l'accorder, se le dire, et plutôt que de faire à l'acte, revenir aux enveloppes globales mieux gérées, très probablement avec des médecins réinjectés dans les directions qui n'existent pas aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est les médecins qui doivent tout contrôler, il faut en tout cas les former pour faire ça. Ou voulons-nous une médecine beaucoup plus économique, beaucoup plus bien privée comme le font les Américains, où c'est un bien commercial comme un autre. Et là, c'est quelque chose qui est très important parce que aujourd'hui, ce choix-là, on le demande au docteur. On le demande quand on fait du triage entre cette opération-là, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens. Quand vous êtes en médecine de catastrophe sur la première vague, quand vous faites du triage, c'est notre travail, c'est médical. Aujourd'hui, le triage qui se fait quand j'ai 2 ans d'attente pour un enfant qui a besoin d'être opéré de la sphère ORL pour ne pas avoir de séquelles et que je dois choisir entre lui et un cancer, ce triage-là, il nous est imposé alors qu'il n'est pas dans le raisonnement médical. Et ça, c'est extrêmement important car ce choix de société, il doit être donné à la population. C'est une décision politique et pas médicale. Mais le monde d'avant, on ne pourra pas y revenir. Et c'est autrement, si on continue à vouloir rentrer dans les cases de avant le Covid, c'est fini. De toute façon, l'hôpital ne survivra pas à ça. Voilà, j'espère avoir été clair, assez concis, et je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Merci. Donc on a vu côté à l'intérieur, en fait, dans l'hôpital, tout ce qui s'est passé au niveau de la santé, mais au niveau des assureurs, comment pour vous, vous avez vécu cette crise, ce confinement, ce 17 mars 2020 et la suite? Jean-Christophe. Alors, je vais vous inviter à faire une petite rétrospective. Je sais pas, moi ce matin, en me levant, je savais que j'intervenais et j'ai pris mon smartphone. J'ai regardé mon calendrier. Qu'est-ce que je faisais le 16 mars? Qu'est-ce que je faisais le 17 mars? Le 16 mars au matin, j'avais une activité presque normale. Même on avait quelques doutes tout de même. Mais activité business as usual, si je puis dire. À 13h30, tombe, si je puis dire, la nouvelle direction générale du groupe, on ferme. C'est-à-dire qu'à 13h30, je fais le tour de l'ensemble des équipes. Il y a 180 personnes en PJ à Rouen. Je fais le tour de l'ensemble des équipes et je leur explique que aujourd'hui, c'est fini, on ferme. On est dans une situation où nous commençons à peine le télétravail. On a 5 postes globalement pour 300 collaborateurs. Une activité téléphonique que vous connaissez tous. Hein. Je pense qu'en PJ, il y a beaucoup de téléphones. La gestion encore, ça peut aller. Et à 15h, je me retrouve seul dans mon bureau en me disant « Maintenant, je fais quoi ?» J'avais un PC, c'était chouette, mais j'avais plus personne à qui envoyer de mail. Donc, ça, c'est le premier jour. D'abord, un phénomène, je dirais, je ne vais pas dire de sidération, mais là où on se rend compte que tous les beaux PCA qu'on a tous dans nos entreprises, vous le prenez de la première à la dernière page, on va le déchirer, ça ne sert à rien. Donc maintenant, on a appris, à l'époque, on ne l'a pas fait. Premier jour, et le lendemain matin, 17 mars, 8h, cellule de crise, direction générale. 9h, cellule de crise en interne à la filiale. Et là, s'est mis en place immédiatement la résilience. Et ce phénomène, je dirais qu'il a été, pour moi, en tout cas sur la première vague, ce à quoi on a pu assister, c'est à une mobilisation, mais je pense que c'est la même chose dans toutes nos organisations. C'est qu'on a eu une énorme mobilisation de l'ensemble de nos équipes qui y sont allées à l'héroïsme, si je puis dire. Moi, je me suis retrouvé, et avec mon staff, à scanner des pièces pour les mettre dans la GED. Je ne savais pas comment ça marchait.
C'est-à-dire, on a complètement cassé les codes hiérarchiques, organisationnels, fonctionnels et techniques. On a, je dirais, si je puis dire, au départ, on a tout cassé. On a accepté de transgresser tous nos process, toutes nos règles, avec un seul but, faire en sorte d'assurer une continuité de service. C'était ça. Notre seul objectif, c'était assurer une continuité de service. Alors tout ça, comment ça s'est traduit ? Ça s'est traduit qu'on a quand même été obligé un petit peu de fermer le téléphone, parce qu'avec 5 postes, c'est compliqué. Et puis en gestion, eh bien, on a réussi, je dirais, à continuer, à maintenir un fil avec nos sociétaires. Et ce fil, en revanche, la digitalisation, elle nous a vraiment permis d'assurer une liaison avec nos sociétaires, quelque part aussi avec nos équipes. Et là, Internet a pris le relais avec des communications quasiment journalières auprès de nos sociétaires, avec de l'information juridique, puisque Covid a été un catalyseur fort d'information juridique. Et je dirais que ça nous a permis, le lien digital a très très bien fonctionné. Mais sur le moment, on a eu quand même cette sidération, hein, on s'est très vite adapté. Par contre, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas intégré tout de suite et qu'on a vécu uniquement sur la première vague, c'est que toute la société était comme nous. Tout le monde était concerné, y compris nos sociétaires. Et à ce moment-là, entre mars et juin 2020, entre mars et juin 2020, on a eu aussi un magnifique élan de solidarité. Les sociétaires comprenaient parfaitement la situation, ils la vivaient comme nous. En tout cas, ceux qui étaient dans le tertiaire, ceux qui étaient dans le secondaire, ils ne bossaient plus non plus. Donc on a eu cette espèce de moment de communion, qui n'a pas duré très longtemps, hein, mais ce petit moment de communion qui nous a permis, je dirais, d'affronter la première vague, ce que j'ai appelé, moi, souvent, à l'héroïsme. Mais peut-être est-ce que... Sébastien, au niveau de la Massif, comment ça s'est déroulé ? Pour faire écho aux propos de Jean-Claude, 3 priorités. D'abord, mettre en sécurité les collaborateurs. Ça, c'était vraiment la première priorité, avec effectivement des mesures très drastiques, y compris parce que le terme sidération que tu évoquais tout à l'heure, le collaborateur l'ont aussi vécu, à se retrouver finalement démunis et presque à pousser, comme beaucoup, certains, vers la porte pour leur dire que ce n'était pas une opportunité, enfin une possibilité que de rester. Maintenir le lien avec les collaborateurs, les sociétaires. Et puis le troisième élément, c'est éviter la rupture opérationnelle, parce qu'effectivement, même si toute la société s'arrête, il y a quand même une activité à maintenir. Et sur le sujet, on avait déployé une partie de télétravail. Le téléphone était en softphonie, donc on avait déjà des outils, mais l'enjeu finalement, et là-dessus il faut saluer les équipes informatiques, parce que je pense que dans beaucoup d'entreprises, elles ont su, on pouvait par le passé les critiquer beaucoup sur leur activité, sur un tas de trucs. Là, elles ont montré que quand il fallait être là, elles étaient là. C'était la scalabilité finalement, parce que entre un pilote de télétravail, là on passait globalement à devoir équiper, passer de un rapport de 1 à 10, quoi. C'est 10 fois plus de personnes en télétravail, avec tout ce que ça nécessitait. L'autre élément, c'est le maintien du lien avec les collaborateurs, parce qu'effectivement on a eu un tas de situations, on l'évoquait dans la préparation, finalement la maison s'est invitée dans le travail, avec tout ce que ça implique, hein, des espaces pas forcément toujours adaptés, des personnes qui le vivent forcément très différemment. Donc on a mis en place un baromètre social avec des prises de température, je vais le dire comme ça, très régulières, toutes les 4 semaines. Une mobilisation des managers pour vraiment regarder et assurer un lien avec chaque collaborateur, particulièrement renforcé avec ceux qu'on sait isolés, parce que moi je considère que le manager, c'est aussi de connaître finalement la personne qu'il a au quotidien, et au-delà de simplement de ce qu'il peut apporter dans le travail. Donc vraiment une mesure de vigilance. Et puis pour utiliser le terme solidarité, effectivement en gestion de crise, donc là il y a des mécanismes qui se mettent en place. On a redéployé tous les conseillers des agences qui étaient fermées pour venir en renfort sur tous les canaux à distance, et ça se fait effectivement facilement. Je vais rebondir sur l'élan finalement de bienveillance finalement de l'ensemble des Français à l'égard de tous les acteurs auxquels ils avaient besoin, qu'on a connus sur ce premier confinement. Ça s'est arrêté, hein. Le deuxième confinement, la tolérance était déjà beaucoup moins présente, parce que finalement, je pense qu'inconsciemment, dans l'esprit de tout le monde, on commençait à rentrer avec le fait de devoir s'habituer à ces situations de confinement, déconfinement.
Et justement, donc on parle du premier confinement, deuxième confinement. On a évoqué ensemble quand on a préparé la table ronde, c'est le travail est rentré dans la vie privée. La vie privée s'est invitée au travail dans le deuxième confinement et aujourd'hui. Et comment justement aujourd'hui vous le gérez et comment demain vous souhaitez le gérer, cette approche-là de la vie personnelle rentre dans la vie professionnelle. Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans le monde de l'hybridation du travail, ce nouveau terme qui a fait son apparition en 2020 d'ailleurs. Je ne savais pas qu'on pouvait hybrider le travail il y a encore 2 ans. On l'a fait. On l'a fait sans vraiment savoir qu'on le faisait d'ailleurs. Et l'idée, c'était... Je pense que tout au départ, les collègues, nos collaborateurs, avaient une hâte, c'était de pouvoir revenir. Quand je dis pouvoir revenir, ce n'est pas tout à fait ça. C'est savoir qu'ils avaient la possibilité de revenir. Au départ, on n'oublie pas que le confinement, ça nous a imposé le télétravail. Et l'injonction, on la vit mal dans nos sociétés. Et en revanche, lorsqu'on a pu commencer à revenir, on s'est aperçu que là, on pouvait avoir des comportements très particuliers. Il y avait eu, tu le disais, il y avait eu le management a été vraiment très mobilisé pour veiller aux situations les plus... On a eu quelques situations de gens qui s'éloignaient du travail, des gens qui quelque part ont glissé, si je puis dire. Et alors on en a eu très peu, mais il a fallu quand même veiller à maintenir ce lien. Alors aujourd'hui, on est plutôt passé en régime de croisière, mais on se rend compte que l'hybridation du travail aujourd'hui, c'est plus optionnel. Ça fait partie de la règle du jeu, c'est devenu un prérequis à toute relation de travail. Ça va d'ailleurs un peu avec le sens, mais peut-être on en parlera un petit peu après. Et cette forme d'hybridation de travail, je ne sais pas jusqu'où elle va aller. En fait, maintenant, c'est jusqu'où faut-il ne pas aller. Puis ça pose un autre enjeu, c'est de se dire que plus vous êtes amené à travailler chez vous, plus vous avez si je puis dire, il faut créer un intérêt pour le collaborateur à revenir au travail. Et ça pose la question de ce que j'appelle moi le réenchantement de la relation de travail. Alors le réenchantement de la relation de travail, c'est quoi ? Ça passe surtout à mon sens, mais il y a bien d'autres axes, moi je vais développer celui-là, mais sur l'adaptation des lieux de travail. Aujourd'hui à la Matmut, on travaille sur un projet qui s'appelle la maison Matmut. La maison Matmut, c'est quoi ? C'est comme dans toute maison. Il y a un usage dans chaque pièce. Et l'idée, demain, c'est de faire en sorte que, on ait une maison qui comporte tous les usages, si je puis dire. Et que venir au travail, ça procure une vraie valeur ajoutée aux collègues. Exemple, j'ai besoin de confidentialité, j'ai des bulles. J'ai besoin d'espace d'idéation, de création, on a des espaces qui nous permettent de faire ça. J'ai besoin de faire une réunion descendante, j'ai des espaces qui me permettent. J'ai besoin de travailler dans mon espace de travail habituel, je veux voir mes collègues. Et l'idée, c'est ça aujourd'hui, c'est de se dire comment fait-on pour retravailler, pour venir au travail et créer du plaisir au travail. Parce que là, on arrive bien dans cette notion de plaisir. Et d'ailleurs, peut-être si vous suivez un petit peu ce qui se passe à l'étranger, il y a quand même, en Hollande notamment, quand on va voir chez ING, quand on va voir chez Deloitte, on a des sociétés qui sont extrêmement en avance sur le full télétravail et qui ont développé des concepts absolument, je dirais, magnifiques pour faire en sorte que la relation et que le fait de venir au travail soit vécu comme un événement, mais un événement positif. Avec aujourd'hui des bâtiments qui ne ressemblent plus à des immeubles de bureaux, mais qui ressemblent à des forums, avec des atriums qui sont immenses dans les halls, on est vraiment sur des lieux de vie qui ne sont peut-être moins des espaces de travail. En tout cas, comme nous, on a pu les connaître dans nos générations. Je ne sais pas si c'est l'avenir, je ne sais pas si tout passe par là, mais en tout cas, aujourd'hui, on a un vrai enjeu de retour, si je puis dire, à la maison, mais à la maison, lieu de travail, vous m'avez compris. Alors, on parle effectivement d'enchantement, on parle aussi de sens, on a beaucoup parlé de quête de sens dans le cadre de la présentation d'André, mais comment à la Massif, justement, vous travaillez sur cette quête de sens, donner du sens, rendre ce sentiment utile du collaborateur pour qu'il soit encore plus engagé? On travaille d'abord en mettant en avant les valeurs de l'entreprise autour de la solidarité, une éthique mutualiste, donc être finalement avant tout au service du
projet collectif du sociétaire. Et puis en l'expliquant. Sur le sens, je dirais pour moi, il y a vraiment deux périodes. C'est quelque chose dont on parlait avant la crise Covid, mais finalement, sans forcément qu'il y ait, je dirais, côté collaborateur, la perception de ce que ça pouvait revêtir. Et puis la crise est passée par là, et je trouve que on peut penser que c'est un terme qui est galvaudé, mais je trouve que c'est l'enjeu finalement des mois à venir et pour le management des années à venir. Là, c'est donner du concret derrière le sens. Et pour moi, le sens, c'est des valeurs, des actions et des preuves. Des valeurs, c'est celle de l'entreprise, c'est celle qu'on peut communiquer. Les actions, c'est comment finalement, pour permettre aux collaborateurs de comprendre, quand on parle de sens, une notion qui peut être un peu vide, comment on la traduit, finalement, comment on va la mettre en œuvre. Et puis les preuves, c'est quelles actions concrètes on a mises, sur les résultats sur lesquels on peut communiquer pour que ce soit une réalité. Je vais partager avec vous une démarche que la Massif a fait, qui s'appelle la Massif au banc d'essai. On a délibérément, à l'initiative de la direction engagement et communication, choisi de savoir si toutes ces valeurs dont on parle, et je dirais, entre guillemets, on peut bassiner les managers, les collaborateurs, c'est une réalité. On a choisi de faire une caméra cachée, de piéger des collaborateurs et des sociétaires avec un faux consultant comédien qui leur présente une orientation stratégique qui n'a absolument rien à voir, très capitaliste, très cynique, et voir comment ils réagissent et si finalement ils défendent ces valeurs. La vidéo, vous la trouvez sur YouTube, elle fait 4 900 000 vues. Alors, au regard de certains influenceurs, c'est pas grand-chose, mais pour un assureur, honnêtement, je trouve que la performance est particulièrement belle. Elle fait à peu près 7 minutes. Je vous invite à aller la voir parce que vous verrez qu'il y a des moments d'émotion très forts. Et là, finalement, on s'était mis dos au mur. Hein. Enfin, je veux dire, là, ça aurait pu être, on aurait pu avoir des réactions où finalement les collaborateurs adhèrent aux nouvelles valeurs et ainsi de suite. C'est pas le cas, ça fait chaud au cœur, mais et au-delà de ça, ça veut dire qu'effectivement, si on cherche à les incarner, à leur donner vraiment une réalité, ça embarque les collaborateurs, et je trouve que ça permet de les embarquer dans un projet collectif qui dépasse le simple aventure individuelle qui est de travailler dans une entreprise. Et je pense que c'est l'enjeu finalement, comme le disait Jean-Claude, le télétravail, il y a une dimension individuelle, il faut y rajouter autre chose. Et je pense que le levier de demain de mobilisation des collaborateurs, c'est le collectif. On parle du collectif, on parle aussi des managers, du management. Et je pense que c'est intéressant d'évoquer ce sujet justement sur comment les managers se sont investis, positionnés dans le cadre de cette crise, mais comment on s'appuie sur eux demain et comment on a besoin d'eux demain. Ah, si tu me le permets, avant de répondre à cette question, j'ai envie de revenir sur le sens un tout petit peu. Pas de souci. On a la chance dans nos organisations, je pense qu'on ne le mesure pas assez, on a la chance dans nos organisations de vivre sur du temps long. Hein. Je renvoie là à ce qu'on a pu entendre hier soir. C'est-à-dire que nous n'avons pas tous les 3 mois à rendre un rapport d'activité avec X millions d'euros de bénéfices. Ça, c'est quelque chose qui est absolument formidable, qu'on ne mesure pas, mais je pense que si nous étions chez nos honorables confrères du monde des SA, on aurait une autre approche de notre métier. Parce qu'une approche totalement objectivée, très court terme. Quand vous devez rendre des comptes à 3 mois, vous êtes obligé de prendre des décisions court terme. Pas le choix. Nous avons cette chance de pouvoir nous inscrire dans le temps long. Et en plus, la plupart, en tout cas d'entre nous, sommes des sociétés de personnes avec un seul objectif qui est celui du service à nos sociétaires. Ça, c'est une magnifique valeur que peut-être, alors je pense que, non, on l'a pas redécouvert, on ne vient pas de le découvrir, c'est certain. En revanche, peut-être est-ce qu'on ne l'a pas mis assez en exergue. Et aujourd'hui, je pense que l'économie sociale, d'ailleurs, ici, je me souviens bien, les gouvernements changent tellement vite, mais on a un ministre de l'économie, ou au moins un ministre délégué à l'économie sociale. Oui, Marlène Schiappa, je crois, oui, d'ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'économie sociale est en train d'être peut-être le modèle du 21e siècle. Elle a été un petit peu galvaudée, début des années 2000, soyons clairs. Aujourd'hui, je pense qu'on est à nouveau, si je puis dire, up-to-date. Donc profitons-en, on est porteur de sens, on a des vraies valeurs, on les incarne, on les vit. Nos collaborateurs, souvent, sont entrés chez nous, non pas par sens du profit, mais par sens du service.
C'est une étude qu'on avait faite à la Matmut il y a quelques années, où on s'était rendu compte que les collaborateurs que nous attirions, ce n'étaient pas les meilleurs vendeurs. En revanche, c'était ceux qui avaient le sens du service et le souci d'apporter le meilleur conseil et le souci de générer chez le sociétaire la satisfaction de lui faire prendre en compte et de lui faire prendre conscience du produit qu'il était en train d'acheter, mais surtout de la maison dans laquelle il intégrait. Je pense que ça sont aujourd'hui des points forts extrêmement saillants dans nos organisations. Et on a, je pense, toutes les chances de notre côté pour affronter ces nouveaux défis que sont la recherche de sens. C'est la parole sur le management. Le sujet de management. La crise, pour moi, elle a agi comme un révélateur et un amplificateur. C'est-à-dire que les bons managers ont montré qu'ils pouvaient être excellents. Les moins bons ont aussi montré très vite leurs limites. Pour moi, ça a fait gagner du temps dans ce qui se dessinait finalement sur ce qu'on attend d'un manager. C'est-à-dire que traditionnellement, plutôt un bon bagage technique et le manager, il a progressé en asseyant finalement sa légitimité sur cette technicité. Finalement, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est des managers qui soient des spécialistes de la performance d'autrui. C'est-à-dire comment j'articule et je fais fonctionner mon équipe, tous les talents pour finalement délivrer la meilleure performance possible. Et la crise, elle a accéléré ça. Elle a vraiment donné un temps d'avance à ces managers. Elle leur a permis, ceux qui avaient finalement ce sens de l'autre, et de savoir comment bien utiliser les compétences individuelles et collectives, elle leur a donné un temps d'avance et je trouve que ce sont les grands gagnants. La difficulté, c'est d'arriver pour les managers peut-être un peu plus historiques, c'est comme ça que je vais les qualifier, comment on les raccroche à ces wagons et comment on leur permet finalement par un partage des bonnes pratiques de s'inspirer de ces nouveaux managers. Mais c'est de ces nouveaux managers dont on a besoin pour relever les défis à venir avec effectivement de l'individuel et du collectif à bien réguler au service de la performance des entreprises. Merci. Jean-Christophe ? Pas mieux, mais Pas je dirais que non, on a les mêmes enjeux, on a les mêmes histoires. Donc on a les mêmes managers quelque part. Ces managers qui sont construits sur leur expertise technique et qui ont évolué au gré de la reconnaissance qu'on a pu leur accorder sur des fonctions managériales et qui pour certains ont pas toujours été câblés pour ça et ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, notre enjeu, il est clairement de pouvoir réorienter toute une partie de notre management sur une notion qu'on a vue hier qui était très intéressante, c'est la vraie empathie. J'avais l'impression que j'étais le seul à parler de ça, mais dans mon entreprise en tout cas. Et parce que l'empathie, effectivement, ça nécessite beaucoup d'engagement. Et ça nécessite énormément d'investissement personnel dans l'émotion. Et ça fatigue. C'est émotionnellement fatigant. Et aujourd'hui, on n'a pas toujours encore un management qui est en capacité, en situation d'opérer ça. Chez nous, c'est un enjeu fort. La réorientation, le re-empowerment du management, c'est d'ailleurs un des axes de notre plan stratégique. Et aujourd'hui, on commence. Alors, je serais un petit peu embêté de vous dire ce qu'on va faire, puisqu'on commence les travaux. Donc, mais l'idée, c'est de se dire que la Matmut, c'est à peu près 1000 managers. Demain, comment envisager un management qui ne repose plus sur de l'injonction, qui repose sur du leadership, mais qui soit plutôt un manager inspirant qu'un manager commandant, si je puis dire. Comment créer de l'adhésion, comment créer du lien, maintenir le lien à l'entreprise. Ça, ce sont de vrais enjeux pour demain, pour notre management. Mais moi, j'ai aucun doute, on va avancer là-dessus. De toute façon, on s'adaptera, on fait que ça. Merci. Est-ce que vous vous sentez prêt pour l'avenir ? Une nouvelle crise, ça vous fait pas peur ? Si on pouvait se l'épargner. Ok, on est d'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages. Merci pour l'étude.